Bien, bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin également. Alors, qu'est-ce que la presse nous propose? La nouvelle expression à sa une. Crise anglophone, révélation d'un otage libéré. C'est le grand titre du journal. Après 3 jours de captivité non loin de Tico dans le sud-ouest par des combattants sécessionnistes, il a été donc élargi avec d'autres compagnons d'infortune. Après paiement de rançon, il donne donc un témoignage exclusif dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, en page 9 précisément. Le journal parle également des forces de défense, donc une centaine d'officiers supérieurs en retraite. Le décret présidentiel est donc déjà signé par Paul Biya. Cette vague va commencer à se retirer à compter du premier semestre de l'année prochaine. Un exemple pour l'administration camerounaise, la liste de cette édition, dans l'édition de ce matin, La Nouvelle Expression. Et le journal parle aussi du Nord-Ouest avec des enseignants tués, un enseignant tué et des élèves enlevés. En plus de ces infortunés, donc 2 principaux d'un collège ont été kidnappés hier, 3 septembre 2018. Toujours parlant de la rentrée scolaire, les lycées débordent à l'ouest du Cameroun. Les établissements publics bilingues de la Ménois et bien entendu de Bamboutos font donc face à l'afflux massif des élèves fuyant le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un page ici du journal disponible ce matin. Chine-Cameroun, Chine-Afrique, donc 60 milliards de dollars pour l'Afrique. Le 3e sommet du forum sino-africain rassemble à Pékin, en Chine. Donc 54 délégations venues du continent. C'est à découvrir aussi en page 12 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et toujours dans les kiosques, on retrouve Cameroun Tribune qui s'intéresse à la coopération Chine-Afrique. Un nouveau cap, c'est ce que dit le journal. C'est le grand titre ce matin. D'autres informations sont aussi à lire dans le journal Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle des rentrées scolaires. Boycott dans le nord-ouest et le sud-ouest avec notamment des difficultés, selon bien sûr le journal. Hier, les élèves sont restés chez eux dans les 2 régions du pays en proie donc à une crise. C'est une enquête qui a été menée par le reporter du quotidien le quotidien Le Jour et c'est à lire dans le numéro de ce matin. On parle aussi des paiements mobiles des frais des scolarités avec des syndicats qui se mobilisent d'ailleurs pour le retrait de la mesure. C'est à lire dans le journal. Débat également, faut-il fermer l'ENAM? D'ailleurs, un diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature se prononce d'ailleurs sur cette question. C'est à lire dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Mutation qui est dans les kiosques s'intéresse à l'élection présidentielle. Qui parle au nom des candidats? C'est une question, donc on parle des portraits et bien entendu des stratégies des communicants, des représentants même de ces derniers, les candidats à la présidentielle à venir, du 7 octobre prochain pour être précis. C'est également dans le dossier à lire de la page 8 à la page 9 du quotidien Mutation. Le journal parle également de la crise sécessionniste et parle de rentrée scolaire timide donc à Bamenda et à Boya. C'est dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie parle donc de modèle économique avec la Chine qui s'engage donc 3 fois ce qu'elle investit en Afrique, donc qui gagne 3 fois ce qu'elle investit en Afrique. C'est ce que dit le journal avec l'annonce donc cette information qui permet aujourd'hui de savoir qu'il y a pratiquement 60 milliards de dollars pour les pays africains. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. C'est dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. D'autres informations aussi. Le journal Intégration parle donc de Facebook État du Cameroun. Odeur de complot sur la présidentielle. Des informations à lire dans le même journal ce matin. Et avec la question de la crise anglophone, rentrée scolaire sur fond d'enlèvement des personnalités. C'est ce que dit le journal également. À lire aussi dans le même numéro disponible dans les kiosques ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose. Celle que nous avons reçue à notre rédaction. Casimir Désiré-Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous également ce matin. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour Casimir Désiré-Tanguy, bonjour à tous les téléspectateurs accros de Equinox et de la revue des Grandes Unes. Mais vous savez, Flavien, j'ai éclaté d'un rire fou ce matin quand j'ai lu dans un journal que le président Paul Biya envoie le colonel Badjek à la retraite. En fait, c'est une centaine d'officiers supérieurs de l'armée qui, dans le cadre réglementaire, sont arrivés au terme de leur période active. Et pour ce qui concerne le colonel Badjek, il est né en 1961, donc c'est en février 2019 qu'il va avoir 58 ans. Donc, il doit partir, mais seulement si à ce moment-là, on lui notifie sa date de départ, il lui reste encore 3 ans de réserve mobilisable. Parce qu'au moment où il atteint la date de retraite, il est considéré, il est versé dans ce qu'on appelle la date de
la réserve mobilisable. C'est-à-dire qu'on peut le mobiliser à tout moment sans oublier qu'il peut demander et obtenir une prorogation de 2 ans, une fois ou 2 fois. Donc, il y en a Est-ce que ceux qui vont aller également comme lui, est-ce que ceux-là aussi ont bénéficié des 3 ans? Non, tous bénéficient de 3 ans de réserve mobilisable. Il y a une réserve mobilisable pendant 3 ans. Vous êtes susceptible d'être appelé dans les rangs à tout moment. C'est pour ceux qui vont effectivement en retraite. Mais il y en a qui, à partir de sous-versement dans la réserve mobilisable, ils peuvent demander une prorogation de 2 ans renouvelable, peut-être 2 fois. Mais seulement, ça veut dire que tous ceux qui étaient pressés de voir le colonel Badiak à la retraite, il faut qu'ils sachent qu'il n'est pas encore parti. Et pourquoi seulement lui? Non, il devrait partir de toute façon. Oui, parce qu'il y a plein de colonels. Non, il y a plein de colonels. Mais pourquoi lui? C'est pourquoi. C'est un colonel comme les autres, il partira. Oui, mais pourquoi lui? Pourquoi le mettre devant les autres? Il est devant la scène, c'est lui-même, le colonel Badiak, il a répondu dans un forum sur cette question-là. Il dit qu'il est prêt à la retraite. Il prépare déjà sa retraite. Il est dans les plantations. Il a suffisamment préparé. Donc, la retraite ne le surprend pas. Très bien, merci. Alors, on va lire également tout cela dans le journal. Force de défense, parce que vous voulez qu'on commence par là. Camille Nélé, une centaine d'officiers supérieurs en retraite, justement. Et là, la liste est contenue dans le journal La Nouvelle Expression. C'est un décret signé déjà du chef de l'État. Oui, mais comme chaque année, des colonels partent à la retraite à l'âge de 58 ans. Hein, il y a les officiers subalternes, eux, ils partent à l'âge de 55 ans. Donc, c'est tout à fait normal. Il y a plein de colonels qui vont à la retraite chaque année sans que cela fasse du bruit. Et c'est la liste de ceux qui vont partir entre maintenant et 2019 est connue. C'est dans cette liste de 100, d'une centaine d'officiers supérieurs que se trouve justement le colonel Baguet. Mais seulement, je vous ai dit que moi, j'ai ri parce que c'est peut-être parce qu'il était à l'avant-scène de la communication du MINDEF et qu'il s'est peut-être attiré l'antipathie de certains journalistes, mais c'est un officier comme tous les autres. C'est un officier qui est arrivé au terme de sa carrière. Et mais vous avez aussi vu, on a aussi vu des officiers supérieurs dans ce pays qui sont allés à la retraite colonel et qu'on a sorti de la retraite pour en faire des généraux. Donc il ne va pas trop vite enterrer le colonel Badiak. Non, on l'enterre pas, on rappelle simplement qu'il doit aller à la retraite. Non, mais pour ceux qui c'est déjà connu. Ça c'est pour ceux qui n'ont vu que lui. Dans tous les cas, nous savons que c'est lui le plus connu de toute façon. Nous savons que le grade de colonel, c'est le grade le plus élevé dans l'armée parce que d'accès au grade de général, que ceux qui ont bien la chance ont beaucoup de chance parce que c'est un poste pratiquement, c'est un grade politique. Je crois que Camille le sait très bien puisqu'il a suffisamment flirté avec les milieux militaires. Donc lorsqu'on est colonel, on attend automatiquement la retraite. Bon, si on a un peu de veine, comme il a dit, on peut vous ressortir de là pour vous nommer général. Mais le plus important, d'après moi, est de savoir qu'est-ce que nous faisons de nos colonels que nous envoyons en retraite. Parce que à 58 ans, je crois qu'un colonel a encore suffisamment de force et d'énergie pour être utile ailleurs. Qu'est-ce que nous faisons de ces colonels? Il y a de l'expérience. Ils ont pourtant de l'expérience qu'ils peuvent revendre. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Alors qu'ailleurs, dans les autres pays, c'est pratiquement quand on est colonel, quand on est à la retraite de colonel, qu'on est repris pour servir ailleurs, soit dans la sécurité, soit même dans l'économie, ou bien dans le génie militaire. Ou alors, nous avons même vu certains colonels qui ont été nommés ambassadeurs dans des pays, dans des très grands pays, et qui ont démontré tout ce qu'on pouvait penser d'eux. Rappelez-vous, Douala a été géré par un colonel à la retraite. Le colonel Edouard Etondé Koto, qui peut-être a toujours regretté le fait de n'avoir pas eu la chance d'être général, mais en tant que colonel, il a démontré, il a donné son savoir-faire à la ville de Douala, même s'il y a quelques petites interrogations qui sont restées en suspense par rapport à sa gestion. Le colonel Edouard Etondé Koto a démontré qu'on pouvait compter sur les colonels. Vous savez, Casimir des détails, vous parlez des colonels qui ont encore envoyé la retraite, comme dans tous les pays du monde, mais aussi des généraux aussi on les envoie à la retraite. Les généraux sont envoyés à la retraite, mais au Cameroun, il n'y a pas de retraite. Il y a plutôt ce qu'on appelle la deuxième section, c'est-à-dire qu'ils font toujours partie de la réserve mobilisable. Donc, de cette réserve mobilisable que je vous parlais, c'est-à-dire que même après la prise effective de sa
de son état de retraité, il lui reste encore 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, on peut l'utiliser si on veut. Bon, maintenant, par contre, il se pose un problème au Cameroun aujourd'hui avec des généraux qui, vous avez parlé des colonels qui, à 58 ans, sont encore dans la force de l'âge. Il y en a aussi à 58 ans qui sont complètement laminés. Donc il y a un problème à voir là-dessus. Mais par contre, il faut aussi voir au niveau des généraux. Il y a des généraux qui sont à 75, 76, 77 ans, 78 ans, qui y en a même qui sont encore complètement grabataires, qui sont toujours dans l'actif, ou même si on les reverse en deuxième section, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'au Cameroun, il y ait aussi une retraite pour les généraux, mais pas seulement c'est-à-dire un emploi en deuxième pose section. Une question intéressante. Qu'est-ce qu'on fait des colonels qui vont à la retraite? Quel est le sort qui leur est réservé? C'est là également la question. Ceux qui ont la charge de décider sur le sort de certains vont trouver sans doute des réponses. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour eux. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils vont faire de leur après. On devrait les récupérer. Ce pas des gens à laisser en pâturage. Parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont des choses à prouver. Mais autant on peut poser la question pour les colonels, autant il faut poser la même question pour les commissaires principaux, commissaires divisionnaires qui vont à la retraite également presque dans les mêmes... 57, très bien. Tout à fait. Alors, donc, la nouvelle expression propose la liste ce matin. Force de défense, une centaine d'officiers supérieurs en retraite. C'est ce qu'on peut lire dans le journal. Et on parle également de la rentrée scolaire dans la plupart des tabloïds. Donc, on se souvient déjà qu'au lycée, les lycées sont débordés à l'ouest de Cameroun. C'est ce que la nouvelle expression nous renseigne, nous donne comme information. Des éléments des établissements publics bilingues de la Ménois et même des Bamboutos se font face donc à l'afflux massif des élèves fuyant des exactions dans les régions anglophones. Oui, surtout les lycées bilingues. Les lycées bilingues, hier soir, nous avons regardé le reportage que Chinox a produit du côté du lycée de Koutaba, lycée bilingue de Koutaba, où vous voyez des petits bancs supposés contenir pas plus de 2 élèves. Ils se retrouvent à 4, 3 sur le petit banc là, et c'est impossible d'écrire. Et nous ne sommes qu'au premier jour de la rentrée scolaire. Ça veut dire que d'ici la fin de la semaine, d'ici 2 semaines, ces salles de classe-là seront tellement débordées. Et donc, vous voyez bien que malgré le fait que de l'autre côté, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, il n'y a pratiquement pas d'élèves, le flux des élèves qui fuient la guerre, qui fuient la sécession, se retrouve dans les régions proches de Bamenda, de Kumba, de Limbe et autres. Et c'est le même phénomène que l'on vit au niveau de Douala, dans les lycées bilingues. Je dis bien, tous les lycées bilingues sont pratiquement saturés. Et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas rejeter ces enfants-là. Vous savez que l'État a l'obligation de donner l'éducation. Le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable. Donc, c'est un problème sérieux qu'il faudrait réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut diviser certaines classes peut-être pour en faire 2 classes. Mais là encore va se poser d'abord le problème des salles de classe, ensuite le problème des enseignants. Donc, parce que l'État ne réfléchit pas trop souvent sur des problèmes. On ne sait pas anticiper. On n'anticipe jamais au Cameroun. On est toujours surpris par les événements. Bon, espérons également que, tel qu'on a observé, déjà hier c'était une ville morte. Hier, c'était la journée de la... On a vu également, dans tout cela, et on a également observé que durant cette journée, c'est toujours la nouvelle expression qui donne l'information, un enseignant a été tué, les élèves enlevés au cours de cette journée d'hier. Non, mais ça a été une rentrée dans une sorte de terreur collective du côté du sud-ouest et du nord-ouest, et particulièrement du côté du nord-ouest où on a même vu des enseignants tués, on a vu des élèves kidnappés. Du côté du sud-ouest, on a vu des villes mortes avec des parents... Oui, c'est d'ailleurs le titre du quotidien Le Jour, voilà. Boycott dans le nord-ouest et le sud-ouest parlant de rentrée scolaire. Des parents tétanisés qui n'avaient pas le courage, qui avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Et cette situation-là, bien évidemment, elle était prévisible. On savait très bien que les sécessionnistes allaient maintenir leurs menaces sur les populations. Et ces populations-là, vous direz tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que non, révoltez-vous, envoyez vos enfants à l'école. Ce sont vos enfants. Vous avez peur que les enfants soient tués. Vous avez peur que ces enfants soient kidnappés. Donc, il faut comprendre l'état d'esprit de ces personnes-ci. Par exemple, à Limbe, où on n'a même pas vu un chat dans la rue, pareil à Bouya. Donc, c'est une situation tout de même assez embarrassante et qui démontre que les gens qui sont engagés dans une sorte de croisade contre l'État du Cameroun ne tiennent même pas compte de l'avenir des enfants de ce pays, de l'avenir même des populations qui sont dans le pays que eux, ils veulent
voir naître, ils veulent créer. Donc c'est tout de même assez poignant, c'est regrettable. Et moi j'ai toujours dit cela, le problème des institutionnistes, c'est d'empêcher la rentrée scolaire de ce côté-là, et surtout ils attendent l'élection pour aller même encore un peu plus fort. Donc ça reste, nous sommes toujours dans cette sorte de climat de terreur, de psychose, et surtout de lutte contre les gens qui ne veulent pas comprendre qu'on ne s'attaque pas, on n'attaque pas les intérêts de la jeunesse, on n'attaque pas les intérêts de l'économie, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est eux seuls qui savent le résultat qu'ils attendent, mais toujours est-il que ce n'est pas une bonne chose pour le Cameroun. Très bien. Nord-Ouest, enseignants tués et élèves enlevés, ça c'est la nouvelle expression qui cite ainsi, parlant toujours de la même rentrée, les lycées débordés à l'ouest du Cameroun. Et le quotidien Le Jour parle donc de rentrée scolaire, boycott dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal ce matin. Alors, autre chose également, on parle aussi de la Chine, de la relation Chine-Afrique, 60 milliards de dollars pour l'Afrique, un argent qui va être partagé en tout cas entre les États africains dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Lorsqu'on voit 60 milliards de dollars pour l'Afrique, on a l'impression que c'est un peu trop costaud. Mais en réalité, ce n'est pas de l'aumône que la Chine donne aux Africains. Ce n'est pas de l'aumône vraiment. Et vous savez qu'entre les États, il n'y a que des intérêts qui passent. Entre tout État, entre deux États, il n'y a que des intérêts qui passent. Donc, pas d'intérêt, pas d'action. Et vous allez même voir qu'un journal de ce matin a démontré que la Chine gagne trois fois ce qu'elle mise en Afrique. C'est le quotidien de l'économie. Voilà. Donc ce n'est pas des bonbons que la Chine vient donner aux Africains. Tout au contraire. Et quand vous voyez 60 milliards, ça fait environ 30 000 milliards de francs CFA. Donc c'est réparti entre pratiquement tous les pays africains, tous les pays comme on a bien cité. Et dans les 30 000 milliards, vous allez voir qu'il y a à peine 7 000 milliards qui font partie des dons. Les autres, c'est des prêts remboursables. Les autres, c'est des investissements. Et vous savez que quand on investit, on attend le retour à l'investissement. Donc, moi, je dis, c'est déjà ça, parce qu'au moins, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre les Africains et la Chine. Mais au moins, là, il y a quelque chose à se tirer. Il y a quand même quelque chose que nous gagnons, contrairement aux autres pays occidentaux qui venaient, qui ne font que tirer la couverture de leur côté et de l'autre, et nous, on n'a pratiquement rien. Regardez, il y a quelques années, nous avons eu des écoles japonaises. Jusqu'aujourd'hui, ces écoles-là sont là. Ça, c'est le genre de coopération que nous voulons. Nous voulons que la Chine, qui veut bien investir en Afrique, essaie de copier ce genre d'exemple. Parce que, voilà, les écoles japonaises, jusqu'aujourd'hui, restent les meilleures infrastructures scolaires au niveau de l'école primaire que le Cameroun a déjà eu depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Très bien. Donc voilà un exemple à suivre. Ok. Alors, Chine-Afrique, donc 60 milliards de dollars pour l'Afrique, et le journal Cameroun Tribune parle d'un nouveau cap. C'est un nouveau cap, que vient de franchir la Chine. Et vous savez très bien que cette opération que la Chine fait, non pas avec un pays, mais avec pratiquement les trois quarts du continent africain, c'est une opération sans précédent. Parce qu'on a vu souvent la France face à l'Afrique, l'Union européenne face à l'Afrique, les États-Unis face à l'Afrique. Mais la Chine, elle vient et prend tous les pays africains en même temps. Et elle fait une grosse opération, une opération de charme, dans la mesure où elle met cet argent en disant que cet argent, nous le mettons à votre disposition pour des opérations d'investissement, mais il n'y a pas de pourcentage que nous allons gagner là-dessus. Non, en fait, la Chine ne fait pas de la philanthropie. La Chine démontre tout simplement aux grandes nations et aux grands groupes financiers que non, nous on peut faire des transferts de technologie, par exemple, comme ces multiples plans de création, parce qu'au Cameroun, on parle même de la création d'un TGV camerounais qui part de Douala jusqu'à l'extrême nord. Il y a un transfert de technologie là-dedans. Il y a un investissement sur le plan de la mobilité urbaine et même transurbaine. Il y a des gens qui vont acquérir de la technologie. Il y a des gens qui vont commencer à travailler sur ces trains à très grande vitesse. Donc, je
pense que le grand coup de la Chine, c'est de démontrer que les rapports économiques ont changé à travers le monde et qu'elle peut maintenant discuter avec tout un continent plutôt que de discuter avec un pays. Et avec cette affaire, vous allez voir que la Chine se montre beaucoup plus préoccupée du développement que le FMI ou l'Union européenne ou certains pays, la France, l'Allemagne et tout ça. Qui donnent de l'argent et on ne sait pas à quelle fin. Voilà. Donc la Chine a réussi une très grande opération de charme. Et bon, c'est aux Africains maintenant de regarder ce qu'ils peuvent tirer de cela. Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a peut-être ces pactoles qui vont tomber, mais vous savez que derrière les pactoles, il y aura aussi des opérations des opérations dans le noir qui vont se faire. Par exemple, on ne saura jamais par exemple comment seront gérés par exemple les minerais, les mines de diamants, les mines d'or, les mines de cobalt et tout ça, la Chine n'est pas bête, la Chine sait ce qu'elle fait. Elle va gagner, les Africains vont gagner, mais maintenant c'est à nous maintenant de saisir l'occasion et d'être... Alors pour parler simple, comme disait Casimir, pas d'action, pas d'intérêt, pas d'action. Donc on comprend ici, même si le quotidien de l'économie vient quand même rappeler que la Chine gagne 3 fois ce qu'elle investit donc en Afrique. Elle peut même gagner plus. La Chine, le quotidien de l'écononie dit exactement ce que je venais de dire, que pas d'intérêt, pas d'action. Et je suis heureux de comprendre que Camille elle dit que, en mot un peu voilé, que la Chine réussit là où la Banque mondiale et les autres ont échoué. Mais non, ils étranglent les pays africains. Voilà, je suis heureux. Mais la Chine donne, la Chine gagne, mais ça donne l'impression d'étrangler. Même si elle... Donc les institutions de Bretton Woods dans l'ensemble ne font qu'étrangler les Camerounais. Mais vous avez dit quelque chose de très important, le transfert de technologie. Je crois que c'est ça là qu'on attend de la Chine. Parce que la Chine, c'est 1 milliard de population, c'est 1 milliard de populations qui peuvent consommer aussi africains. S'ils transfèrent les technologies, regardez seulement au niveau des livres. On n'arrive pas à imprimer les livres au Cameroun. On s'en va en Asie, en Inde et en Chine imprimer les livres, alors que si avec le transfert de technologie, on aurait imprimé les livres ici et il n'y aurait pas ce problème de manuel scolaire que nous vivons à la veille, à cette rentrée scolaire. Très bien. Alors, donc on peut lire tout ça dans la presse ce matin, parlant de tout au moins des relations entre la Chine et l'Afrique aujourd'hui, et qu'est-ce que l'Afrique gagne, et qu'est-ce que la Chine gagne également de son côté. Donc tout cela continue dans la plupart des tabloïds. Alors, un autre sujet, parlant de la crise anglophone, dans la nouvelle expression de révélation d'un otage libéré, c'est ce qu'on lit dans le journal, à 3 jours seulement, après 3 jours de captivité, non loin de Tico, dans le sud-ouest, par des combattants sécessionnistes. Il a été élargi avec d'autres compagnons d'infortune. C'est une information très grave que la nouvelle expression a livrée ce matin avec cette interview de l'otage qui a été kidnappé. Mais il y a 3 choses qui nous ont marqué sur cette interview. La première, c'est qu'on n'a pas publié la photo de l'otage. La deuxième, on ne révèle pas son nom. La troisième, on ne dévoile pas également le montant de la rançon qui a été payé pour sa libération. Mais tout cela concourt à des problèmes que l'on comprend. C'est des problèmes sécuritaires. On ne peut pas livrer un otage comme ça à la vingtaine populaire. Il faut le protéger. Donc c'est cela qu'il faudrait comprendre. Mais les informations contenues dans ce journal sont suffisamment édifiantes. Et moi je crois que les forces de maintien de l'ordre gagneraient à lire et à relire cette interview de cet otage qui a même démontré que sa tombe était même déjà creusée. Il était au bord de la tombe, il a fallu, on l'a obligé, on l'obligeait les quelques fois où on lui donnait le téléphone pour appeler justement, pour payer la rançon, on l'obligeait à parler uniquement en pidgin. Et il a été démontré que les sécessionnistes ont un problème sérieux avec les Bamileke et avec les Bétis. Donc au départ, comme on croyait qu'il est un Bamileke, on l'a suffisamment maltraité. C'est après qu'on a su qu'il sortait de Sabongari, quelque chose comme ça, proche du nord-ouest, qu'on lui a donné quand même quelques petites faveurs. Donc c'est une interview qu'il faudrait que ce soit exploité au niveau des forces de maintien de l'ordre, non seulement pour savoir le modus operandi des sécessionnistes, mais pour savoir également où est-ce qu'ils sont terrés, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils se cachent et comment est-ce qu'ils vivent avant d'aller contre-attaquer. Très bien. Camille Nélé. L'exploitation de cette interview demande tout simplement ce qu'on a toujours dit sur ce plateau. Ce que moi j'ai toujours dit, c'est que derrière cette guérilla, il y a tout simplement du grand banditisme. C'est du grand banditisme. Vous prenez des gens, vous les kidnappez, vous demandez, vous exigez de l'argent. Cela démontre
que ces brigands, ces hommes armés, ces groupes armés se payent sur le dos de la bête. C'est-à-dire qu'ils terrorisent les populations et c'est les populations qui les font vivre, ils leur prennent de l'argent, ils prennent tout ce qu'il y a et c'est la dérive que moi j'avais toujours annoncée. C'est-à-dire que ces gens à qui on a donné les armes, on leur a dit qu'allez vous battre, maintenant servez-vous. Donc un kidnapping comme celui-là n'est qu'un parmi beaucoup. Il y a plein de gens qui ont été kidnappés. Les premiers à avoir été kidnappés ont donné des millions ou des centaines de milliers de francs. Donc ces gens-là savent très bien que tant qu'ils mèneront cette guerre, tant qu'ils pourront menacer les gens de les tuer, tant qu'ils tueront des gens et ils savent qu'au moment où ils prennent les gens en otage, leurs familles vont tout faire pour payer de l'argent. On est donc toujours maintenant, on est non seulement dans une guerre civile pratiquement qui dit son nom, mais on est aussi dans une opération de grand banditisme et à ce niveau-là, les choses se corsent tout simplement. Et ils ont même élargi le champ de leurs prétentions, c'est-à-dire ils ne demandent même plus seulement de l'argent parce que pour ce cas, ils demandaient 5 millions de francs CFA par otage ou 5 armes. Donc vous voyez, ils savent exactement c'est du grand banditisme. Et ce monsieur qui était un agent de sécurité au niveau de la PHP, ils étaient 8 au départ. 6 ont été élargis contre rançon. Finalement, il ne restait que 2. Lui, il a réussi à payer la rançon et on l'a libéré. Il s'est retrouvé plutôt du côté de Bouya. Alors que il a certainement payé 50, 200 000 francs, 200 000 francs. Vous pensez qu'un vigile de la PHP peut donner combien pour une rançon? Je dis c'est du grand banditisme, c'est du braquage tout simplement. Très bien. Alors, donc on va lire. Nous laissons le son au lecteur d'aller découvrir ce que la nouvelle expression propose, parlant des révélations d'un otage libéré dans le cadre de la crise anglophone. Donc après 3 jours de captivité, non loin de Tiko, dans la région du Sud-Ouest, donc par des combattants sécessionnistes. C'est dans le numéro de ce matin. Et puis Mutation parle donc de politique avec, vous savez, nous sommes en campagne, en période électorale, pardon. Donc qui parle au nom de quel candidat? C'est une question. Ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux. Le journal a fait le portrait et même des stratégies des communicants. Oui, vous les connaissez, les Paul Maël, Henry Kedjan, Sam Séverin Ango et tous ceux que vous les connaissez suffisamment. Mais moi, excusez-moi un peu, la majorité de ces porte-paroles des partis politiques sont un peu des bordels politiques. Excusez le mot bordel entre guillemets, bien sûr. Parce que vous allez voir un comme Sam Séverin Ango qui, hier, était avec Akere Mouna, a démissionné en traitant Akere Mouna, maître Akere Mouna de tous les noms d'oiseaux et se retrouve chez un autre candidat à la présidentielle. Et c'est pratiquement pareil. Tous sont des gens qui ont faim, excusez-moi, et qui veulent se retrouver quelque part, tout simplement en tendant une louche qu'ils attendent, une louche qui attend d'être remplie pour se nourrir. Donc, pour moi, c'est des non-name, des personnes qui ne méritent pas beaucoup d'attention. Nous avons affaire aux candidats. Exception faite pour le cas du candidat Paul Biya, qui est le chef d'État en exercice, qui n'a pas besoin de ses serments. Et quelqu'un l'a dit, c'est même Charles Dongo qui l'a dit, que Paul Biya, s'il y avait une élection à double tour, Paul Biya pouvait se retrouver face à un dernier candidat. Paul Biya ne peut pas se retrouver face à ces candidats, ces multiples candidats que je sais. Nous avons affaire à eux et non à leur porte-parole. Il ne faut pas qu'ils fassent de l'imitation en faisant croire qu'ils sont déjà à la posture de Paul Biya. Ils peuvent envoyer des personnes aller parler à leur nom. Moi, je ne ferai pas la même lecture de cette une de Mutation. C'est-à-dire que Mutation a fait un zoom sur ces personnes qui parlent au nom des candidats. Et moi, je pense que Mutation nous permet de faire une sorte d'introspection dans ce monde de nouveaux communicants. C'est-à-dire que des gens qui ont fait de la communication, des porte-paroles, communication et maintenant qui sont entrés dans les lobbies des candidats à la présidence et à la présidentielle et qui sont en train de faire le job de communiquer. Moi, je pense que dans tous les pays du monde, les candidats à la présidentielle sont entourés de communicants. Même s'ils n'ont pas la conviction. Ils communiquent. Le problème, c'est pas un problème. Ils communiquent pour le candidat, même s'ils ne sont pas de leur parti. Non, ce n'est pas un problème de conviction. C'est un problème. Ils ont un job à faire. Ils sont payés pour ce job. C'est pour ça que moi je dis que ce n'est pas ce qu'ils font
qui est le plus important, mais qui sont-ils ceux-là? Et justement, Mutation a présenté des journalistes connus, Maël, Sam Sévérin Ango et tous les autres, qui sont connus déjà dans le monde de la presse et le monde de la communication. C'est aux spectateurs de juger leur mode de communication et leur technique de communication. Mais toujours est-il qu'il fallait bien, le Cameroun est en train de voir, à l'occasion de cette élection, une nouvelle faune de spécialistes de la communication politique qui est en train qui a germé tout à coup, et maintenant Mutation permet donc au Camerounais de comprendre. Mais quand même, le constat fait par Kazmi est que il y a parmi eux qui ne sont pas stables, pour des raisons qui ne sont pas évoquées. Le problème n'est pas ce niveau. Moi, je pense que vous pouvez, quand vous venez travailler avec quelqu'un, vous pouvez vous séparer pour des problèmes d'incompatibilité d'humeur, ou bien pour une raison pour une autre. Mais toujours est-il que vous êtes un technocrate, un technicien qu'on a embauché pour faire de la communication. Moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il est important de les connaître, parce qu'il y a des gens qui les voient à la télévision qui ne les connaissaient pas. Maintenant, ceux dont les visages étaient les plus connus, Paul Maël, Sam Sévérin Ango et d'autres, on dit, ah tiens, il fait maintenant dans l'élection présidentielle. Pour moi, il reste de simples employés qui n'ont pas de conviction. Ce sont des consultants. Viennent apporter une expertise peut-être. Non, ce sont des consultants. Mais ils sont des consultants, mais ils ne sont pas militants des partis politiques. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont des militants. Ce sont des consultants. Merci à vous, chers messieurs. Allez, bon retour à vos différentes rédactions. Les lecteurs vont avoir le choix de ces différents tabloïds, de lire également l'actualité et être parfum de l'actualité. Donc, alors, bonne journée à vous et bon retour à vos différentes rédactions. Demain, juste après le journal de 9h, nous serons encore les vôtres.